Alors, bonjour et bienvenue pour ce webinaire sur la réglementation NIS 2 et les nouvelles obligations. Au nom de la Chambre des métiers, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Et après cette petite introduction, donc voilà le plan de la session. On a l'ILR, l'Institut luxembourgeois de régulation, avec Monsieur Mangold qui va nous présenter la réglementation. On va avoir une session questions-réponses et par après, la Chambre des métiers et la Chambre de commerce en commun vont vous présenter l'aide financière SME Packages destinée à la sécurité informatique. Pour votre information, ce webinaire sera enregistré et sera aussi mis en ligne par après, mais la partie questions-réponses sera supprimée de cette version enregistrée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on va modérer ça à Monsieur Mangold. Et puis, je laisse la parole à Monsieur Mangold. Super, merci Tom. Alors, bonjour. Je vais voir si je peux. Voilà. Mon nom c'est Tim Mangold. Je suis juriste au sein de l'Institut luxembourgeois de régulation. Nous sommes, entre autres, l'autorité compétente en cybersécurité ici au Luxembourg. Et comme déjà annoncé, je vais vous exposer d'une manière, nous avons 40 minutes, d'une manière assez brève, les points principaux de la nouvelle directive NIS 2. D'abord, je vais vous brièvement expliquer ce que c'est l'ILR, parce que je m'imagine que pas tout le monde a déjà eu affaire à moi ou à un de mes collègues. Puis, comme je disais, je vais exposer un peu la directive NIS 2 pour finir avec l'approche de supervision de l'ILR. Hop, qui sommes-nous? Il y a un petit décalage entre le moment quand je clique et le moment que ça apparaît. C'est à cause de ça qu'il y a toujours une petite pause. Alors, l'ILR, nous sommes, comme je dis, nous sommes une autorité compétente indépendante, et cela pour plusieurs secteurs. Depuis 1997, nous régulons les marchés de télécommunications, fréquences, électricité. Nous sommes compétents pour les services postaux, pour le gaz, les frais, les ferroviaires, les frais aéroportières. Et depuis 2019, ce qui nous intéresse le plus, c'est notre compétence en tant qu'autorité compétente sous la directive NIS 1. Nous allons aussi être en charge de l'hydrogène. Euh, hop, on voit les messages, voilà. De l'hydrogène, mais nous n'avons pas encore eu le temps de trouver un logo pour cela, alors ça figure pas encore sur notre slide. Depuis 2011, nous sommes déjà en charge où nous avons déjà des tâches de supervision en ce qui concerne la sécurité des réseaux et services de télécommunication. À cela ou se sont ajoutés plusieurs secteurs avec, comme je disais, la directive NIS 1. Mais avant de vous expliquer un peu ce qui est la différence entre la directive NIS 1 et la directive NIS 2, je voulais juste, parce que je m'imagine qu'il y a plusieurs personnes de vous qui ne connaissent pas encore l'ILR, je voulais vous ou expliquer qu'au sein de l'ILR, comme j'ai dit, nous avons plusieurs casquettes d'autorité compétente, et nous, autorité compétente, et nous avons plusieurs services techniques qui sont en charge des différentes missions de l'ILR. Pour tout ce qui est de la cybersécurité, donc la sécurité des télécommunications et la sécurité des secteurs sous la NIS 1, c'est le service NIS avec double S qui s'en charge. Donc, pour toutes les questions relatives à la cybersécurité, il faudra s'adresser soit à moi-même ou ma collègue Patricia Nunes, qui est aussi juriste, soit à mes collègues du service NIS. Le service NIS
il établit les différents règlements l'ILR, il est en charge de la supervision collaborative. Nous suivons les incidents qui sont notifiés, euh, essayons d'apporter des sensibilisations et de donner des recommandations en ce qui concerne la cybersécurité. Et nous travaillons dans le cadre européen dans plusieurs différentes settings où les différentes autorités compétentes de l'Union européenne coopèrent. Donc, qu'est-ce que c'est la directive NIS2? Alors, l'objectif de la directive NIS2, comme pour la directive NIS1, c'est d'augmenter la maturité des différents secteurs qui tombent sous le champ d'application en ce qui concerne la cybersécurité. La NIS2, comme la NIS, essaye d'augmenter encore cette maturité en apportant quelques modifications par rapport au cadre existant. Et une nouveauté assez frappante, c'est l'augmentation des secteurs. Euh, avec la NIS2, nous aurons en total 18 secteurs qui tomberont dans le champ d'application de la directive NIS2. Ici, j'ai mis les 16 secteurs pour lesquels l'ILR sera l'autorité compétente. Le projet de loi actuel prévoit que ce sera effectivement l'ILR qui sera en charge de ces secteurs. Et il y a encore deux secteurs additionnels. Ce sont le secteur bancaire, le secteur des infrastructures financières. Pour ces deux secteurs, ça sera la CSF qui sera l'autorité compétente. Donc vous voyez, il y a une panoplie de nouveaux secteurs qui vont être concernés par la NIS2. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qui changera par rapport à ces secteurs. Mais premièrement, allez, oups. Ah. Mais premièrement, je voulais vous rendre attentif à quelque chose qui est primordial et ce qui change effectivement d'une manière assez frappante entre la directive NIS 1 et la directive NIS 2. La directive NIS 1, elle, concernait effectivement moins de secteurs, mais c'était l'ILR devait identifier et désigner des opérateurs de services essentiels. Euh, donc, c'était l'ILR qui regardait. Ah, nous avons perdu, voilà, qui devait vérifier alors les opérateurs ou trouver les opérateurs les plus importants pour le fonctionnement dans certains secteurs et les identifier en tant qu'opérateurs de services essentiels. Et tant qu'une entité n'a pas été identifiée, elle ne tombait pas dans le champ d'application de la NIS 2, NIS 1, excusez-moi. La NIS 2, elle change cette optique. Maintenant, ce n'est plus l'autorité compétente qui doit désigner une entité pour qu'elle tombe sous le champ d'application. Maintenant, en fonction du secteur et en fonction de la taille, les entités tombent par défaut sous le champ d'application de la NIS2 sans intervention de l'autorité compétente. Pour cela, c'est la règle de classification par taille, le size cap. Euh, la directive NIS2 renvoie à une recommandation 2003 qui donne des définitions de ce qui est une PME, raison pour laquelle nous avons aussi, nous sommes tous ici. Les définitions sont équivalentes à celles qui sont utilisées aussi pour les aides d'État. Il y a certains types d'entités qui tomberont sous la NIS2, même s'ils sont des petites entreprises, mais disons aujourd'hui de manière très, 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 très globale, ce sont surtout les grandes et moyennes entreprises qui sont concernées par NIS2. Sauf une des exceptions s'applique et l'ILR désigne quand même, parce que c'est toujours une option, un certain acteur parce qu'il est particulièrement critique. Donc, plusieurs exceptions à la SASCAP, c'est soit les types d'entités, soit certains types d'entités, soit parce qu'il y a une criticité très importante. Clic. Afin de pouvoir calculer sa taille, la Commission a publié un guide de l'utilisateur pour la définition des PME. Ce guide explique comment il faut calculer son effectif, comment il faut déterminer ses chiffres financiers afin de pouvoir
établir soi-même si on est effectivement une entité, une grande entité, une grande entreprise ou une moyenne entreprise, au sens du coup aussi de la NIS 2. Euh, il y a, parce que je vois les questions, peut-être, je vais peut-être répondre aux questions à la fin, mais oui, les communes font partie des exceptions. Les communes font partie du secteur d'administration publique et le secteur d'administration publique n'a pas de size cap. Mais je crois, ça devrait être mon prochain slide. Oui, oups, désolé. Voilà. La NIS 2 regroupe les secteurs qui tombent dans son champ d'application en deux annexes, l'annexe 1 et l'annexe 2. Les annexes, la distinction entre les deux annexes est importante parce que de cette distinction dépend aussi la classification entre entités essentielles et entités importantes. Comme je disais, dans la NIS 1, nous avions des opérateurs de services essentiels. Maintenant, NIS 2 abandonne cette idée de services essentiels, focus sur les services essentiels et regarde l'entité dans sa globalité, mais fait une petite distinction entre des entités essentielles et des entités importantes. Je vais, après, quand je vais parler de la supervision, un peu mieux expliquer qu'est-ce qui sont les différences, mais disons que si vous faites partie de l'annexe 1, en théorie, vous pourriez être une entité essentielle en fonction de votre taille. Je suis désolé, c'est en anglais, mais le- le slide, mais voilà. Mais comme vous voyez, Public Administration est par exemple un secteur dans lequel même les petites entités sont non seulement en scope, mais en plus des entités essentielles. Contrairement à l'annexe 2, l'annexe 2, là, si votre entité tombe dans l'annexe 2, vous ne pouvez pas être une entité essentielle, sauf si, encore une fois, il y a une exception s'applique et l'ILR devrait quand même vous identifier comme étant entité essentielle. Mais disons, la règle par défaut, c'est, par exemple, vous êtes dans le waste management, donc la gestion de déchets. Si vous êtes une petite entreprise, vous ne tombez pas dans le scope de la NIS 2. Si vous êtes une moyenne ou une grande, n'importe la taille, vous ne serez qu'une entité importante. Dans les deux cas, entité essentielle, entité importante, donc si vous considérez que vous êtes une entité essentielle importante, effectivement, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours nous envoyer, par exemple, des questions par rapport à cela, soit via le formulaire d'auto-enregistrement, soit via l'adresse email dédiée, qui est sur mon dernier slide. Mais même si, avec les modifications de, de notre projet de loi, il y avait certains doutes, l'auto-enregistrement en lui-même restera obligatoire pour les entités NIS 2. La manière comment ça sera fait, par contre, est facultatif. Donc, nous proposons de nous envoyer toutes les informations via notre formulaire d'auto-enregistrement, mais c'est aussi possible de le faire via email. Par contre, c'est important de souligner cela. Si une entité qui tombe sur NIS2 ne fournit pas d'informations, ça, en théorie, ça peut avoir des conséquences. Comme dit, sur notre site internet se trouve un formulaire d'auto-enregistrement dans lequel vous pouvez renseigner les différents secteurs et vous pouvez, même dans un champ de commentaires, poser encore des questions. Mais cela, effectivement, s'applique que aux entités qui tombent sous NIS 2. Non? Voilà. Alors, ça, disons que ça, c'est les 2-3 points les plus importants de NIS 2. Donc, un, nous avons plus d'identification. Deux, nous avons plus focus sur les services essentiels. Nous regardons l'entité dans sa globalité. Et effectivement, nous avons plus de secteurs. Donc ça, c'est, disons, les points généraux. Et là, sur ce slide, se trouvent les points phares de NIS 2, sur lesquels j'aimerais bien attirer votre attention. Le premier, c'est effectivement la NIS 2 essaye de responsabiliser les organes de direction des entités NIS 2. Elle fournit plus de minima d'objectifs de mesures de sécurité qui doivent être mises en place. Et même si c'était déjà d'une manière indirecte le cas sous NIS 1, maintenant c'est marqué d'une manière explicite qu'il faut
prendre en compte aussi sa chaîne d'approvisionnement dans le cadre de son analyse de risque. Les organes de direction, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bah, ils doivent, approuver les mesures de sécurité, cybersécurité, et suivre leur mise en place. Euh, Ils doivent, les membres de ces organes, effectivement, doivent suivre des formations en cybersécurité afin d'être capables de prendre justement les décisions liées à la cybersécurité. Euh, c'est important de souligner que la directive et du coup, nous, évidemment, nous voulons pas que chaque membre d'un organe de direction devienne maintenant un spécialiste en IT ou en cybersécurité, mais il faut atteindre un certain niveau de sensibilité par rapport aux sensibilisations par rapport à la cybersécurité. Et du coup, dans un deuxième step, les membres des organes de direction doivent offrir des formations similaires à leur personnel. Cela est important parce que c'était un constat dans pas mal d'États membres que tout ce qui était cybersécurité, ça a été délégué au service IT et la direction, elle ne regardait jamais. Maintenant, avec NIS2, c'est la direction qui doit prendre connaissance de ce qui se passe et approuver d'une manière explicite les mesures de cybersécurité. Euh, Je parlais des politiques de sécurité, mais je ne vais pas maintenant les tous lire, mais il y a un article qui est dans la NIS 2 et dans le projet de loi de transposant la NIS 2 qui reprend une liste à minima de toutes les politiques de sécurité qu'une entité NIS 2 devra mettre en place. Il y a par exemple, il faut avoir une certaine politique par rapport à son analyse de risque, il faut avoir réfléchi sur sa gestion d'incident, il faut avoir un plan pour la continuité des activités en cas d'incident. Il faut vérifier sa chaîne d'approvisionnement et, comme dit, il faut formation en cybersécurité, cyberhygiène, des choses de base en soi. C'est pas nécessaire que tout le monde soit maintenant un informaticien, hein, ça serait contre-productif, mais il faut quand même avoir une certaine maturité des choses de base, hein. Il ne faut pas cliquer sur un lien quand on reçoit un email, mais voilà. Euh, un email suspect, effectivement. Euh, la chaîne d'approvisionnement, ça fait assez de fureur parce que maintenant c'est d'une manière explicite couvert, sachant que sous NIS 1 c'est déjà plus ou moins couvert. Maintenant, une entité NIS 2, elle devra évaluer les risques qui découlent de ses fournisseurs directs et prestataires directs, et deux, s'assurer que ces fournisseurs directs mettent en place eux-mêmes certaines mesures de cybersécurité. Donc, toujours effectivement dans la mesure du possible, c'est clair qu'une petite entreprise ne pourra pas forcer un grand fournisseur à tout mettre en place comme il voudrait. Mais du coup, dans ce cas-là, il faudra le prendre en compte dans son analyse de risque. Il faut alors dire, voilà, j'ai un blind spot par rapport à ce fournisseur, il faut trouver des manières d'atténuer les risques en découlant. Euh, Comme sous Nice 1, je dis toujours comme sous Nice 1, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup, parce que vu que c'est une session qui est dédiée surtout aussi aux PME, je m'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens de vous, sauf peut-être en télécommunication, qui étaient soumises à une supervision de l'ILR, mais en tout cas, il existait déjà des obligations de notifier des incidents, mais effectivement que pour les entités tombant sous NIS 1 ou dans le scope de la réglementation sur la télécommunication. Maintenant, NIS 2 prévoit également une obligation pour toutes les entités NIS 2 de nous notifier des incidents ayant un impact significatif. Sous NIS 1, c'était sous NIS 1 de la terminologie, sous NIS 2, ça s'appelle maintenant des incidents importants. Et la NIS 2 prévoit des steps, des deadlines assez clairs dans lesquels il faut notifier un incident. Et toujours important de souligner que ces délais commencent à courir à partir de la prise de connaissance d'un incident. Parce qu'effectivement, souvent, imaginons maintenant dans le worst case, il y a quelqu'un qui s'infiltre dans vos systèmes. Ben, l'infiltration elle-même, elle est très probablement, elle s'est déjà passée il y a longtemps si vous n'avez pas des mesures de sécurité performantes en place. Mais c'est à partir du moment que vous vous rendez compte que quelqu'un a infiltré vos systèmes, bah, c'est à partir de là que les 24 heures pour une notification précoce s'appliqueront. Euh,
nous sommes toujours pour plus de notifications que d'avoir moins de notifications. Donc, dans le doute, nous conseillons toujours de notifier. Donc, de notifier un incident, même si vous n'êtes pas à 100% sûr si les critères d'un incident important, de la définition d'un incident important sont remplis. Euh, clic. Je vous ai parlé de cette distinction entre entité essentielle et entité importante. Comme dit, quasiment toutes les entités tombant dans un secteur de l'annexe 2, de l'annexe 2, sont, sauf exception des entités importantes. Annexe 1, euh, là, en fonction de votre taille ou type entité, vous pouvez être une entité essentielle. Qu'est-ce qui change? Ben, pour les mesures de sécurité, rien ne change. Les entités essentielles et importantes doivent mettre en place les mêmes mesures de sécurité, toujours dans une optique de proportionnalité et par rapport à votre exposition au risque. Donc, si vous n'avez pas une grande exposition au risque, ça ne sera pas les mêmes mesures, le même décret de mesures de sécurité qui doivent être mises en place que si vous êtes vous avez une grande entreprise qui a plusieurs points d'attaque, une plus grande exposition au risque. Donc, mesures de sécurité sont en théorie les mêmes. Euh, la même chose, obligation de notification d'incident s'applique aussi pour les deux. Donc ça s'appelle dans les. Euh, par contre, euh, par contre, les mesures de sécurité, donc c'est pour ça ex ante, doivent être prouvées par les entités essentielles par le biais d'une livraison de livrables. Donc, d'une manière régulière, normalement annuellement, nous demandons aux entités essentielles de nous fournir une analyse de risque, un document reprenant les différentes security objectives, une auto-évaluation, euh, ou un document reprenant les dépendances par rapport à d'autres acteurs. Donc ça, c'est cette obligation de nous fournir des preuves des mesures de sécurité qui ont été mises en place. Ça s'appliquera que pour la supervision ex ante pour les entités essentielles. Euh, donc ça c'est quelque chose que les entités importantes ne devront uniquement faire si il y avait un incident, par exemple, ou si nous avons des indications qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dans une supervision ex post, dans ce cas-là, nous pouvons aussi demander qu'ils nous fournissent, par exemple, les politiques de gestion de risque, de gestion d'incidents. Dans ce cas-là, ils devront nous le fournir. Euh, mais de manière générale, ce sont les entités essentielles qui doivent nous fournir de manière régulière des livrables. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, la NIS 2 a apporté quelques changements en ce qui concerne les moyens de supervision. Euh, Elle donne aux autorités compétentes un peu plus de marge de manœuvre. Euh, En tout cas, donne encore une fois une liste à minima des moyens de supervision qui doivent être mis en place pour les autorités compétentes. Donc nous aurons la possibilité, mais ça on avait déjà auparavant, de faire des audits, des inspections sur place, de, euh, en cas si quelqu'un ne coopère pas, de mettre des avertissements, donner des instructions ou euh, ordonner à une entité d'informer les clients d'un incident ou des sanctions administratives. Ça sera le prochain slide. Ça fait toujours peur aux organes de direction, du coup, je les mets toujours dedans. Mais ce qui est important, les sanctions ne sont pas dues juste à cause d'un incident. On ne peut pas se prémunir à 100% contre tout incident en cybersécurité, genre cyber. Donc, il y a pas de sécurité à 100%. Donc, des incidents, ça peut arriver. Si vous notifiez un incident, juste de ce fait, vous n'allez pas recevoir une sanction. Parce que notre approche n'est pas très pro-sanction. Déjà, nous ne recevons pas l'argent. Donc, ça peut pas ça nous aide pas beaucoup. Deux, nous sommes d'avis que l'argent qui est mis dans le paiement d'une sanction, ça aurait pu être utilisé d'une meilleure manière en investissement dans la cybersécurité. Et comme dit, nous aimerions de garder cette approche collaborative que nous avons actuellement. Donc, nous essayons d'avoir une certaine
relation de confiance avec les entités qui sont supervisées par nous. Et nous avons constaté que la coopération marche et la supervision marche beaucoup mieux quand les entités n'ont pas trop peur de recevoir tout de suite une sanction quand il y a quelque chose. Donc dans cette optique, de vouloir recevoir le plus de notifications possible, c'est important de savoir que je notifie un incident, ça ne veut pas dire que automatiquement je reçois une sanction dans le cadre de la NIS 2. Allez. Voilà. Bah, les sanctions administratives, ça je vais skipper, c'est juste pour dire, voilà, maintenant la NIS 2, elle prévoit des sanctions qui sont beaucoup plus élevées que ce qui était le cas sous la NIS 1. Maintenant, c'est un peu similaire aux sanctions dans le cadre de la GDPR. Euh, mais voilà, donc ça c'était juste, ça c'est c'est le maximum des sanctions administratives qui peuvent être imposées à une entité. Comme dit, pas de, pas de sanctions directement à cause d'un incident. Disons, un cas d'espèce, ça serait, ou un exemple, ça serait nous faisons une demande d'information, l'entité ne coopère pas du tout, il y avait un incident, nous émettons des recommandations ou des instructions par rapport à certaines mesures de sécurité qui doivent être mises en place, et ce n'est pas le cas. Et encore l'année prochaine, on a de nouveau un incident qui est lié à ce manque de se conformer à notre instruction. Bah, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait aboutir à une sanction. Mais comme dit, le simple fait qu'il y avait maintenant un incident, ça ne veut pas dire qu'il y a tout de suite une sanction qui va venir. Euh, Où sommes-nous actuellement avec la transposition au Luxembourg? Le projet de loi 83-64 se trouve sur le site de la des députés. Euh, euh, la dernière étape, sauf si quelque chose s'est passé aujourd'hui ou hier, ce qui n'était pas le cas, je crois, c'était l'avis complémentaire de la Chambre de commerce. Parce que en mai, le gouvernement a déposé des modifications au projet de loi initial suite à un avis, suite à plusieurs oppositions formelles du Conseil d'État. Euh, Maintenant, nous attendons surtout l'avis complémentaire du Conseil d'État, euh, et en fonction de cela, nous pouvons avoir un peu plus de visibilité par rapport à la date de transposition. Parce que celle-ci, pour le moment, nous pouvons pas je ne peux pas vous donner une certaine date. Ça dépend de l'avis du Conseil d'État. Est-ce que le Conseil d'État est suffisamment satisfait par les amendements du gouvernement? euh, Si c'est le cas, ça pourrait aller assez vite. Si ce n'est pas le cas, ça va mettre encore du temps. Je crois que j'ai tout à la fin. J'ai encore un slide des prochaines étapes, mais je vais un peu avancer pour pas exploser notre cadre euh, dédié pour cette réunion. L'approche ILR. Comme je disais, notre approche est d'une manière collaborative. Nous essayons d'établir une sorte de écosystème luxembourgeois dans lequel les différents acteurs dans lesquels les dépendances des différents acteurs de l'un de l'autre sont assez claires et visibles, et ce qui nous permet dans un cas d'un incident qui pourrait avoir genre un spillover effect, donc une sorte qui pourrait avoir un effet en cascade sur d'autres acteurs, de pouvoir informer justement les acteurs potentiellement touchés. Donc imaginons que nous recevons une notification d'incident par quelqu'un qui nous dit de nouveau worst case scénario, cyberattaque sur quelque chose, que nous pouvons prévenir les autres acteurs qui sont par exemple liés à celui-ci, ou juste qui utilisent par exemple les mêmes appareils, les mêmes équipements, de les prévenir et informer, attention, il y a quelque chose qui arrive. Et donc c'est cet échange d'informations qui est très important. Euh, hein, les, Actuellement, mais aussi maintenant Sinis 2, ça sera un peu dans le même style. Il y a plusieurs obligations pour une entité qui tombe sous NIS 1. Là, je l'ai un peu adapté déjà pour la NIS 2. Euh, donc, comme je disais, il y a cette obligation de notification des incidents. Donc, ça, c'est essentiel. Ça, c'est quelque chose qui doit être envoyé à nous. Euh, Ça, c'est pour les entités essentielles et importantes. Et maintenant, cette notification des mesures de sécurité, comme dit, la mise en place des mesures de sécurité, ça s'applique pour entités importantes et essentielles. Mais la notification de ces mesures de sécurité, ça s'appliquera uniquement pour les entités essentielles.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que, de manière régulière, nous demandons une analyse de risque, une auto-évaluation basée sur des objectifs de sécurité. Sur notre site se trouvent des explications par rapport à ça, si quelqu'un veut déjà le regarder. Par exemple, les objectifs de sécurité, ça passe sur un document de l'INISA. euh, où on peut se donner un peu des notes. Donc, à droite, vous le voyez un peu. Donc, par exemple, politique de sécurité de l'information. Est-ce que vous avez établi une politique appropriée en sécurité de l'information? Et du coup, à côté du champ niveau, il y a encore des explications par rapport aux différentes notes. Donc, il dit, voilà, il a expliqué, OK, niveau de sophistication 1, ça serait par exemple, oui, j'ai établi une politique, elle est connue par tout le monde, ou par exemple, elle n'est pas connue par tout le monde. Euh, et en fonction de ça, les entités essentielles établies alors nous fournissent une auto-évaluation. Pareil, un document de dépendance. Et nous, dans une étape dans une deuxième étape, nous allons faire une sorte d'analyse de l'analyse de risque et des objectifs de sécurité afin, afin de créer une sorte de benchmark, par exemple dans un secteur, et pouvoir donner un retour aux différentes entités par rapport à leur maturité en cybersécurité et couplé avec des recommandations, par exemple, oui, nous avons constaté que dans le SO1, vous n'avez pas encore de politique de sécurité de l'information, donc il serait important ou opportun d'en établir. Euh, Dernière chose qui s'est ajoutée du coup avec la NIS2, c'est justement cette approbation de l'organe de direction. Euh, euh, Nous allons faire aussi, nous, nous allons y mettre une sorte de one-pager, un document qui devra être signé par l'organe de direction, qui reprend un peu des points clés des mesures de cybersécurité qui sont prises ou qui sont à prendre par l'entité, afin de garantir que les membres de l'organe de direction d'une entité soient approuvent les mesures de sécurité et ainsi remplissent leurs obligations sous NIS2. Donc, c'est un peu ce que je disais, c'est le cycle annuel, ça serait l'entité essentielle tout en haut, elle nous livre de manière annuelle les documents, nous effectuons une évaluation, préparons des rapports individuels, donc par entité, qui reprennent un peu aussi des comparaisons, comme dit, genre une sorte de benchmark par rapport à d'autres entités du même secteur, évidemment sans qu'il y a maintenant des problèmes de confidentialité, c'est de manière anonyme, mais juste de manière générale, par exemple, oui, d'autres entités du secteur, je dis n'importe quoi, maintenant, énergie, euh, avait une maturité de 2,5. Vous vous situez en dessous, au-dessus de cette moyenne. Euh, voilà, donc puis un rapport par rapport à ce qui a été fourni. Puis il y a normalement une présentation des résultats qui est organisée par l'ILR et un rapport qui est envoyé à l'entité essentielle pour qu'elle ait un certain retour. Et la manière comment on voit les choses, c'est que il ne faut pas avoir tout à 100% correct le jour que l'ANIS 2 entre en vigueur. Ce qui est important d'avoir de, de mettre déjà quelque chose en place, d'avoir genre des certaines quick wins, d'avoir et de progresser d'une manière continue. Donc, année en année, de construire ce qu'on a déjà mis en place l'année d'avant pour augmenter la maturité. Donc, ce n'est pas parce que sinon, ça serait pour des entités qui n'étaient pas encore très exposées des réflexions en cybersécurité, ça serait une tâche phénoménale de dire, OK, au jour X, il faut que tout soit en place nickel chrome, comme si vous étiez une multinationale qui a genre 200 personnes qui travaillent dans le service IT. Donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner, mais le but, c'est d'augmenter en année en maturité cybersécurité. Est-ce que c'était moi? Le calendrier de la mise en œuvre de Nice 2, comme je dis, je ne peux pas vous donner malheureusement une date de transposition parce que, c'était pas l'ILR qui a drafté le projet de loi, donc ça c'est déjà à part. Mais maintenant c'est devant la Chambre des députés, donc ça dépend un peu le processus législatif. Euh, mais imaginons que maintenant Nice 2 est voté et entre en vigueur demain, l'ILR devra mettre encore
devrait encore devrait adapter les règlements l'ILR existants qui par exemple, expliquaient les critères ou fixer les critères d'impact significatif sous NIS 1. Ben, d'un incident, tout ça, ça devra être mis à jour pour refléter du coup les nouvelles exigences de la NIS 2. Et cela sera fait par le biais d'une consultation publique pendant laquelle tout le monde, donc vous, si vous êtes concerné par NIS 2 ou non, peut nous envoyer des commentaires par rapport à un projet de règlement que nous publions. Donc par exemple, nous publions un projet de règlement par rapport au qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme mesures de sécurité, comment il faut nous les transmettre. On a une phase de cette consultation publique. Pendant cette consultation publique, vous pouvez euh, euh, nous donner vos commentaires et suite à cette consultation publique, nous allons soit adapter, soit refaire le projet de règlement ou le publier et finaliser. Et c'est juste à ce moment-là que les nouveaux règlements entreront en vigueur. Donc, euh, c'est un peu pour vous prendre le stress de cette incertitude de transposition. Donc, ce qui sera applicable plus ou moins au jour 1, ça sera la notification d'incident. Ça sera, il faudra mettre en place les mesures de sécurité, mais effectivement, vous avez encore un certain euh, délai transitoire du fait que certaines choses doivent être encore précisées par le biais des règlements ILR. Et ce qui mettra, par exemple, le délai d'une consultation publique est au minimum 30 jours. Donc ça mettra encore un certain temps jusqu'à ce que tout sera à 100% en place. Oups, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Nous avons mis en place une plateforme globale de cybersécurité qui s'appelle CIRIMA, avec d'autres acteurs. Euh, Via cette plateforme, déjà, elle est gratuite à l'utilisation, elle est open source. Et elle a plusieurs modules et elle sert à effectuer par exemple des notifications d'incidents, mais non seulement sur NIS2, mais également sur par exemple CER, donc ça c'est pour les infrastructures critiques. Euh, euh, je crois que c'est le prochain slide. Voilà. Donc vous pouvez déjà, actuellement, vous pouvez déjà notifier vos incidents via cette plateforme CIRIMA. Vous pouvez effectuer des analyses de risques et les transmettre à l'ILR euh, euh, en utilisant un outil qui s'appelle Monarch, qui est du coup le module d'analyse de risque. Et ce qui est prévu, c'est que aussi que tout ce que nous demandons, en fait, que ça soit possible de fournir cela, soit établir, soit le fournir via cette plateforme CIRIMA. Et c'est non seulement cela, CIRIMA sert aussi à notifier d'autres autorités compétentes, par exemple dans le cadre d'un incident qui, au même temps, a des implications GDPR. Donc, dans les cas où il faudrait notifier la CMPD, CIRIMA permet de informer avec une notification, nous, de l'incident NIS2, mais également de l'incident GDPR, RGPD, désolé, RGPD, de notifier par exemple la CMPD ou en cas d'infrastructure critique, l'HCPN. Effectivement, la suite, donc pour le moment, c'est juste cette première notification qui est couverte par CIRIMA. Donc la suite de tout le processus de traitement de cette problème RGPD, ça sera à faire avec la CNPD via leur channel habituel. Mais au moins, le but, c'est d'avoir cette plateforme nationale, par exemple, de notification d'incidents qui vous permettent de remplir plusieurs obligations légales avec une démarche. Donc ça, c'est le plan. Euh, j'ai mis ici l'adresse email par rapport à CIRIMA. Donc, toutes les questions qui sont liées à CIRIMA, comment accéder à CIRIMA,
comment recevoir un account sur Sirima sans, vous pouvez utiliser cette adresse email dédiée, sirima@ilr.lu. Parce que j'avoue, genre, je connais effectivement la plateforme, mais dans tout ce qui est technique, comment on devient administrateur, comment des choses comme ça je suis beaucoup moins avisé. Donc pour ça, il y a cette adresse email sirima.lu et désolé, sirima@ilr.lu. Et pour toutes les questions liées à la NIS2, donc interprétation de termes, est-ce que je tombe sur NIS2, oui ou non? Qu'est-ce que je dois faire si X, Y? Ça, vous pouvez utiliser notre adresse nis2@ilr.lu qui crée une sorte de système de ticketing. Euh, et on fait notre mieux pour revenir au plus vite à toutes les questions qui sont posées. Euh, oui, parce que je vois une question, comment accéder à cette plateforme. Voilà, donc ça, c'était la réponse. Donc, il faudra adresser un email de demande d'accès à cette plateforme via l'email, l'adresse email serima@ilr.lu. Euh, et ça, c'était d'une manière très rapide. Et je suis désolé si c'était un peu rapide, mais j'ai essayé d'ajouter le plus possible d'informations qui pourraient être utiles pour avoir un premier aperçu de ce qui se passe avec NIS2 dans cette présentation. Euh, Vous pouvez toujours, comme dit, utiliser cette adresse que je vous ai mis, nist2@ilr.lu, pour nous envoyer des questions particulières. Mais de toute manière, là aussi, nous avons maintenant une petite session de questions-réponses. Et je ferai mon mieux pour répondre. Et si je ne peux pas, je vais utiliser le Joker, il faut envoyer un email.